Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler de transformation managériale. Ce webinaire s'intitule La transformation managériale au service de la vision de l'entreprise. Et pour m'accompagner ce matin, deux speakers de l'EM Lyon. Tout d'abord Thierry qui a déjà participé à des webinaires sur MyRHline. Et puis Thomas. Bonjour Thierry, je te laisse te présenter. Bonjour Christophe. Alors, j'ai le plaisir, bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui avec mon collègue et ami Thomas une démarche, voilà, une démarche qu'on va décortiquer devant vous, hein, une démarche de transformation managériale. Voilà. Et je suis professeur à EM Lyon, un professeur en comportement organisationnel, et je dirige des programmes sur mesure d'accompagnement à la transformation dans des entreprises partenaires de l'EM Lyon. Bonjour Thomas. Bonjour Christophe, bonjour Thierry, bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous ce matin. Voilà, je suis chef de projet et directeur de programme sur mesure en Executive Education à EM Lyon et doctorant à Dauphine sur le thème de l'organisation apprenante. Et donc très heureux d'être avec vous ce matin pour échanger sur des sujets de passion. C'est l'accompagnement de la transformation des organisations et notamment sur le pilier humain, sur le volet des hommes et des femmes. À la fois l'ensemble de l'organisation et plus particulièrement les communautés managériales, comme on va le voir ensemble. Sachant que le sujet de la transformation managériale aujourd'hui est un peu au cœur des débats en entreprise, hein, puisqu'on le sait, les projets de transformation d'entreprise sont nombreux dans tous les secteurs d'activité. Et donc, je vous laisse la parole. On va commencer par un visuel assez impactant. Le grand 8, mais c'est quoi ce grand 8, Thierry? Alors, le grand 8, c'est le nom qu'on a donné à la démarche qu'on suit lorsqu'on accompagne une transformation managériale. Alors, grand 8, d'abord parce que, comme vous le voyez, il y a des émotions, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des inattendus. Et ensuite, on est tous ensemble. Vous voyez, dans les wagons, vous avez chacun à sa place, mais en même temps qu'on ressent des choses individuellement, on fait partie d'un collectif. Et puis tout simplement, on l'a appelé le grand 8 parce que il y a 8 axes qu'on va vous présenter avec Thomas dans quelques instants. Il y a 8 axes d'accompagnement. Alors, en quelques mots, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une démarche qu'on a appliquée déjà dans plusieurs entreprises qui sont des entreprises clientes de l'EM Lyon. Alors, on va vous présenter tout de suite sur le slide suivant l'ensemble des entreprises avec lesquelles on est intervenu. Et puis, dans les exemples qu'on vous donnera, c'est des exemples, des illustrations de pratiques qu'on a mises en place dans ces entreprises. Alors, de quoi s'agit-il en quelques mots? Il s'agit en général d'entreprises qui viennent nous voir parce qu'elles ont déjà engagé une transformation en termes de stratégie d'abord. Par exemple, être plus proche, augmenter sa part de marché en étant plus proche du client, avoir plus d'innovation et de service client, avoir une stratégie de mondialisation avec une offre plus diversifiée. Enfin, voilà, quelques exemples là. Mais on a d'abord un cœur stratégique qui est au départ de ce qui produit une vision dans l'entreprise dans laquelle on essaie d'embarquer l'ensemble des personnes pour faire une différence sur le marché. Au service de cette vision, de cette stratégie, souvent, l'entreprise met en place une organisation, une structure. Alors, par exemple, chez un de nos clients, on est passé d'une structure fonctionnelle à une structure complètement matricielle. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et dans ce cadre-là, l'entreprise a besoin que les comportements managériaux changent pour réaliser la stratégie avec la nouvelle structure. Et très souvent, on a besoin, Thomas va en parler dans quelques instants, mais très souvent, par exemple, on a besoin de plus d'empowerment. Voilà. Un exemple parmi d'autres. Et ce que nous, on va faire, c'est qu'on va intervenir à ce moment-là pour aider à transformer la culture de l'entreprise, pour faire en sorte que cette culture s'ouvre, se développe, soit mieux partagée et que ce soit des nouveaux comportements managériaux qui se diffusent.
Alors, on travaille vraiment au niveau comportemental, hein, vous allez le voir. Hein, notre action ne se situe pas au niveau des valeurs. On ne va pas présenter un certain nombre de valeurs aux personnes, on ne va pas essayer de les persuader, on ne va pas essayer d'être conceptuel. On va vraiment travailler au niveau de comportement pratique et d'entraînement pratique à des nouvelles manières de faire. Voilà, c'est vraiment des nouvelles manières de faire dans l'interaction sociale en général. Et donc, ces changements comportementaux, bon, ils sont au service de la stratégie et de la nouvelle organisation d'entreprise, ils sont aussi au service des personnes. Hein. On agit vraiment avec deux objectifs, deux axes, hein, l'entreprise et la personne. C'est-à-dire que, vous allez le voir, on en reparlera tout à l'heure, la personne a une liberté. Et ce qu'on veut, c'est que la personne aussi sente que ça va la faire mûrir dans ses relations à elle-même et dans ses relations aux autres. Beaucoup de participants nous disent, j'ai transformé ma manière, par exemple, de vivre en famille, de me relier à mes amis. Voilà, c'est des comportements qui sont des comportements de leadership, de management, mais aussi tout simplement relationnels. Voilà en gros l'approche qu'on a. Hein, c'est une approche donc, qui, dans un cadre de transformation stratégique et organisationnelle, vise à accompagner la transformation individuelle et globale, hein, de l'ensemble de la culture managériale de l'entreprise. Donc, on agit sur l'ensemble des managers de l'entreprise. Voilà. Donc, en quelques mots, je voulais vous dire de quoi on va parler ensemble, hein, pour que vous sachiez, hein, si vous avez envie de rester ou pas, et puis si vous avez envie d'échanger avec nous ou pas. Voilà, maintenant, vous savez, hein, de quoi il s'agira. Voilà, et je donne la parole à Thomas pour le plan plus précis de ce qu'on va dérouler avec vous aujourd'hui. Oui, merci Thierry, et j'en profite justement, merci à chacun et à chacune d'être là, de vous intéresser à ce sujet, en espérant vraiment qu'il vous parle et que vous repartiez à l'issue de ce rendez-vous avec peut-être plus de questions aussi, mais aussi un certain nombre de réponses, en tout cas de réflexions qui auront émergé. Et pour faciliter cette émergence, n'hésitez vraiment pas à poser des questions ou à réagir dans le chat. Christophe et nous, on est là pour aussi potentiellement déboter, accompagner. C'est toujours plus riche d'avoir aussi un dialogue en cours de route en fonction des sujets qui émergent. Alors ça, c'est un petit peu le plan, le plan du rendez-vous de ce matin. Voilà, on va couvrir un petit peu 4 formes de grand 8. Hein. L'expression vient aussi de ce chiffre particulier qu'on a retrouvé sous différents angles sur la manière avec laquelle on accompagne les communautés managériales. Et donc, on va on va aborder ensemble à la fois des axes du modèle managérial, du modèle de leadership, hein, sur lequel vous souhaiteriez travailler et développer et ancrer, mais aussi les leviers de coopération, la manière avec laquelle on travaille ensemble, finalement, main dans la main, à la fois l'équipe projet, puis l'ensemble des coachs, des traîneurs et des membres de l'équipe projet qui vous accompagnent. Les 8 axes pédagogiques que Thierry détaillera de façon un peu plus précise, et puis les principes actifs, quelque part les ingrédients dans cette recette un peu particulière, hein, qui viennent lui donner une touche et une cohérence globale pour développer la puissance de l'intervention, quoi. Voilà. Et donc on va pouvoir rentrer dans les axes finalement d'un modèle managérial cible. Alors, la slide que vous voyez comporte différents éléments qui peuvent faire partie d'objectifs stratégiques de développement de capacités que vous pourriez avoir. Il se trouve que ces éléments-là se retrouvent souvent, pas systématiquement ou pas complètement, chez nos partenaires, mais qu'on va vraisemblablement souvent trouver des éléments autour de l'orientation client, autour d'un couple bienveillance et performance, c'est-à-dire à la fois respecter finalement fondamentalement ce que nous sommes en qualité d'être humain, c'est-à-dire d'exister, de pouvoir contribuer, de pouvoir s'exprimer à la fois par les mots et par les actions, et en même temps avoir une forme d'exigence individuelle et collective et de remplir un certain nombre de missions et d'objectifs au service de la stratégie, puisque finalement l'entreprise est un collectif qui se met au service d'un projet commun. Donc c'est pas une injure, hein, voilà, entre guillemets, de viser la performance collective. Et donc les différents éléments qu'on trouve sur ce modèle sont des choses qui remontent beaucoup en ce moment chez nos partenaires, avec peut-être 2 éléments. Un élément qui tourne autour de la capacité d'adaptation, c'est-à-dire à la capacité de vraiment réagir de façon adaptée à des circonstances qui changent, à la fois sur le marché et en termes organisationnels, en interne, en termes de mode de fonctionnement. Et puis une question de vitesse.
c'est-à-dire une capacité finalement à ne pas forcément faire remonter systématiquement l'ensemble des éléments dans la ligne hiérarchique pour qu'elles redescendent et qu'elles soient filtrées à différents moments, qui est un fonctionnement peut-être un petit peu plus bureaucratique. Et c'est pas péjoratif, hein, c'est un mode organisationnel, mais plutôt de faire travailler l'horizontalité, la capacité finalement des personnes proches du terrain, qu'il s'agisse de managers et de collaborateurs, d'identifier des sujets et de rapidement mettre en œuvre des stratégies pour y parer, pour tester, apprendre de cette expérience et réagir plus rapidement face à un terrain qui est très mouvant. Et donc ces éléments-là se retrouvent dans la coopération horizontale, dans la notion d'empowerment, c'est-à-dire non seulement la capacité que va avoir l'organisation à confier des missions à ses collaborateurs, mais aussi réellement à les rendre agents, pleinement agents et coproducteurs des solutions qui sont apportées auprès des clients, des partenaires in fine. C'est vrai qu'on critique beaucoup les modèles aujourd'hui verticalisés, top-down, qui sont assez décriés actuellement. Et puis, par rapport à ce que tu viens de dire, le mot qui est vraiment à la mode aujourd'hui depuis 6 à 8 mois en entreprise, c'est la résilience. Donc, quelque part, ça résume presque ce que tu viens de dire. Alors, effectivement, c'est un terme qui est très employé parce qu'il y a aussi des sujets dans les organisations, hein, et d'ailleurs, notre école n'en est pas forcément exempte. On est une organisation comme une autre. La période de télétravail, la période de distanciation, la charge de travail aussi, la répartition du travail évolue en permanence. Et on sent qu'il peut y avoir des formes d'usure, hein, des formes de fatigue. On l'observe, en tout cas potentiellement chez nos partenaires. Et la résilience, c'est finalement développer la capacité d'avoir les mains sur un certain nombre de leviers et de pouvoir choisir de s'organiser d'une différente façon. C'est souvent, on met le stress, par exemple, comme étant un ressenti qu'on va avoir, non seulement un ressenti, mais aussi des éléments physiologiques qu'on va vivre lorsque une pression est exercée sur un individu et qu'il ou elle n'a pas les moyens, en réalité, et l'autonomie, quelque part, de s'en sortir. Lorsqu'on a une forme d'autonomie et une capacité et un environnement qui fait confiance dans une action, même si elle ne donnera pas forcément tout de suite tous les résultats, le niveau de stress diminue. Donc cette résilience, c'est le produit, c'est le résultat, quelque part, d'une culture managériale, d'une culture organisationnelle qui évolue progressivement et qui s'adapte à un environnement qui est contraint, qui est mouvant, qui est incertain, et qui du coup crée des zones de tension dans des organisations structurées de façon plus, entre guillemets, traditionnelle. Et c'est pas, enfin, je veux dire, beaucoup d'organisations le vivent, hein. Thierry, tu le mentionnais plus tôt, et le rôle que l'on essaie d'avoir dans cet accompagnement d'une culture quelque part de leadership et de management renouvelée, ça peut aussi faire beaucoup de bien, comme tu le disais Thierry, aux individus et au collectif. Et on l'observe, hein. On a des feedbacks du type les rendez-vous en groupe de pairs, les rendez-vous en session, etc. sont d'énormes moments d'oxygénation, de prise de hauteur, de prise de recul, de mise en perspective et de co-construction finalement d'une interprétation partagée de ce qui est en train de se passer et donc une facilitation pour l'action collective qui suit. Voilà, l'idée forte simplement peut-être à retenir de ce slide, c'est que ce modèle n'est pas notre modèle. Et d'ailleurs, ce sera complètement le vôtre. Ça, c'est un exemple qui a émergé d'un certain nombre disons, de projets qu'on a pu mettre en œuvre, mais en aucun cas, nous ne sommes prescripteurs sur ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est la direction générale et la communauté managériale qui ensemble la déterminent selon son contexte, son environnement concurrentiel, ses métiers, ses activités et sa culture. Maintenant, voilà, on partage ce qui semble ressortir assez fréquemment des expériences qu'on a pu avoir ces 4-5 dernières années. Ça marche. Et Thierry, je te passe du coup la main pour envisager un autre grand 8, celui des axes pédagogiques de l'intervention. Merci Thomas. Alors comme Thomas vient de vous le montrer, on a en général un modèle managérial cible. Ce modèle managérial cible a été défini, alors il a été validé par la direction générale. Thomas n'est pas rentré dans le détail, hein, mais comme vous l'avez compris, l'empowerment est très souvent important, hein, dans les modèles managériaux cibles des partenaires avec lesquels on travaille. Et donc très souvent, le modèle managérial a émergé aussi du terrain, hein, et c'est l'un des facteurs clés de succès, hein, d'une intervention, c'est que le modèle managérial émerge
de la part des managers eux-mêmes. Alors, il y a tout un tas de processus qui permettent de le faire émerger, mais on se met d'accord après, il y a des allers-retours entre la direction générale et ce qu'on appelle parfois les ambassadeurs, hein, c'est-à-dire les représentants de la communauté managériale. Et pour mettre au point un modèle managérial cible qui soit quand même en lien avec le modèle managérial actuel, hein, parce que vous savez qu'on a des volontés parfois qui peuvent être loin de la réalité, hein, donc on essaie de faire en sorte que le modèle managérial cible soit proche de la culture actuelle et des ressources actuelles de l'entreprise. Alors, une fois qu'on a cette cible, on va mettre au point un processus, hein, une démarche qu'on a appelée donc le grand 8. Et je vais vous présenter les 8 axes qu'on utilise en général. Vous allez reconnaître un certain nombre de choses que certains font déjà dans leur entreprise. Hein, vous êtes tous des RH professionnels, la plupart en tout cas d'entre vous aujourd'hui. Et vous allez aussi reconnaître des choses que certains intervenants font dans votre entreprise. Notre apport, c'est pas forcément d'avoir inventé des éléments absolument originaux et innovants, même s'il y a des éléments d'innovation dans ce qu'on fait. Notre apport, c'est quand même d'abord l'aspect systémique, c'est-à-dire le fait d'avoir créé un système synergique de 8 axes qui fonctionnent ensemble. Voilà. Et c'est ce qui démultiplie l'effet transformateur, hein, sur les comportements. Alors, le principe, c'est les allers-retours entre la pratique, la réflexivité, hein, le fait de se mettre un peu en recul, de réfléchir sur ce qu'on a fait, d'écrire sur ce qu'on a fait, et le fait de le partager. Hein, vous savez que le fait de partager, et notamment avec des pairs, hein, ce qu'on vient de vivre, l'ancre et il y a une prise de conscience qui se fait, et il y a aussi une meilleure capacité à l'intégrer. Voilà. Donc, vous allez voir, hein, les 8 axes tournent autour de cette grande mécanique de mise en pratique, de prise de recul et de partage. Voilà. Alors, oui, n'hésitez pas, hein, je vois que dans le chat, hein, on vous a proposé de partager vos questions. N'hésitez pas, on les prendra au fur et à mesure à la volée. Hein. Alors, d'abord, on organise ce qu'on appelle, vous le voyez ici, hein, les axes sont présentés dans l'ordre. Hein. Alors, il y a un ordre un peu temporel, hein, même si tout ça est un peu se superpose, hein, très largement, mais on a quand même aussi une sorte de temporalité. Donc, le premier axe qu'on lance, c'est ce qu'on appelle la convention de lancement, hein, c'est-à-dire, en anglais, on appelle ça un kick-off, hein, et très souvent, les entreprises utilisent des termes anglais, hein, parce qu'on est un peu colonisé quand même malheureusement, hein, par la langue américaine. La langue anglaise venue des États-Unis. Et donc, cette convention de lancement ou kick-off, c'est ce qui permet de représenter physiquement toute la communauté managériale en général sur une journée. Et en une journée, on leur donne à vivre un modèle réduit de ce qu'ils vivront après pendant un an et demi. Hein, ça dépend des formes d'intervention qu'on a. Hein, ça dépend du nombre de managers, mais très souvent, l'accompagnement à la transformation managériale qu'on fait dure un an et demi. Voilà. Et donc, en une journée, il y a une mise en pratique, il y a des interactions, on leur donne la vision, on leur permet déjà de construire des équipes ensemble, on leur permet de tester des choses, de comprendre les projets qu'ils vont mettre en place. Et donc, sur une journée, on a cette représentation physique de la communauté managériale en action. Et donc, ces interactions vécues. Donc, ça donne une dynamique, hein, c'est une mise en orbite pour la suite. Ensuite, le deuxième axe important, c'est ce qu'on appelle un 360 apprenant. Ça consiste simplement à faire un état des lieux de vos comportements, hein, en tant que manager. Donc, c'est un questionnaire qui est fait sur mesure et qui est fait sur mesure par rapport au modèle managérial. Hein, si dans le modèle managérial, on a développé l'horizontalité et la transversalité, on aura une batterie d'items sur l'horizontalité et la transversalité dans vos pratiques managériales. Et donc, vous avez, grâce à ce 360, une sorte de diagnostic de vos comportements managériaux. Hein, tous les managers ont ce diagnostic, c'est un dossier qu'ils ont, et c'est un diagnostic qui a été fait en mode 360, donc beaucoup de personnes qui vous connaissent ont répondu. Ça vous permet tout simplement d'évaluer où vous en êtes, et surtout de vous donner vos propres objectifs de progrès et de développement et de changement. Voilà, chacun est maître de son propre chemin, et donc chacun décide où est-ce qu'il a envie de se développer, hein, sur les différents comportements qu'on lui
qu'on lui présente comme étant les comportements du modèle managérial. Donc, il y a une liberté de choix de la personne. Bon, Thierry, Ensuite, oui. je vais jouer le rôle du participant. Première question. Le 360 degrés, en général, vu de la posture d'un RH, c'est toujours quelque chose qui n'est pas forcément évident à présenter à un manager. C'est-à-dire que quand tu vas présenter un 360 degrés à un manager, il va falloir clairement lui expliquer à quoi ça sert, quel est l'intérêt, que c'est un outil de développement personnel, etc. Et bien souvent, il y a des réticences en entreprise à la mise en place de ce type d'outil. Quel est ton retour, ta vision par rapport à ça? Alors ici, les choses sont très, très simplifiées et très facilitées par le fait que le 360, en l'occurrence, il est au service du développement de la personne dans le cadre du programme. Donc, c'est complètement confidentiel et la personne va choisir elle-même ce qu'elle en fait. Et on a aussi le 360 qui est vraiment réalisé sur un certain nombre de compétences qui sont les compétences du modèle managérial. Donc, c'est pas un outil RH, c'est vraiment un outil pédagogique au service du développement de la personne et il va choisir ce qu'il en fait. Et donc, c'est partagé dans le cadre de son groupe de pairs. On va voir tout à l'heure ce que c'est qu'un groupe de pairs. D'accord. Et comme le dit Sylvie, effectivement, une notion importante du 360, c'est le feedback qui va en découler. Est-ce qu'ils sont débriefés ou est-ce que c'est uniquement un outil vraiment très personnel qui va me permettre moi-même d'analyser mes points forts, mes points faibles, ou est-ce qu'il y a un coach ou quelqu'un en entreprise, ou toi, est-ce que vous débriefez ces 360? Alors, c'est un outil très personnel. Cela dit, il est effectivement débriefé dans le cadre du groupe de pairs. C'est-à-dire qu'il y a un partage qui se fait. Alors, le groupe de pairs, on va le voir, on peut en parler tout de suite. Le groupe de pairs, vous le voyez, c'est aussi un axe pédagogique du Grand 8. Donc, le groupe de pairs, c'est un groupe de 5 personnes en général avec lequel vous allez avancer et vous développer pendant un an. Et donc, régulièrement, tous les 15 jours, tous les mois, vous avez des réunions ensemble qui sont des réunions où vous faites le bilan sur qu'est-ce que vous avez appris, comment vous l'avez mis en place, qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté, qu'est-ce que vous avez eu comme retour du terrain. C'est aussi, on va le voir, il y a un certain nombre de projets qui sont mis en place pendant cette année. Le groupe de pairs est le lieu aussi de réalisation et de prise de recul et de partage sur ces projets. Et plus généralement, c'est un lieu de soutien. C'est-à-dire que l'ensemble du Grand 8 ne peut fonctionner que parce qu'on a ce cœur social de la démarche. Et on n'apprend pas seul, on apprend avec les autres. On apprend avec une dynamique de groupe. Et donc, ce groupe-là, c'est vraiment à la fois le moteur et à la fois la zone d'intimité et à la fois la zone de protection des personnes dans leur développement. Et donc, le 360 en particulier est débriefé dans le cadre du groupe de pairs par un coach. Alors, voilà, on l'a dit apprenant parce que c'est plutôt un outil pédagogique, donc au service de la transformation personnelle dans le cadre de cette transformation globale, qu'un outil RH classique. Vraiment, c'est un outil au service des choix de la personne qui va décider après, avec son groupe de pairs, avec l'aide de son groupe de pairs, mais c'est lui qui décide de quels axes il veut développer. Alors, on a aussi, donc, évidemment, nous, on vient de la formation. L'EM Lyon, c'est d'abord une grande école. Pendant longtemps, on faisait des formations d'entreprise. On a commencé à faire de la transformation comportementale, tout simplement parce que beaucoup d'entreprises sont en transformation stratégique et organisationnelle. Et donc, on nous demandait beaucoup plus que de la formation. Une formation, on vient, on se forme, on part, on ne sait pas trop ce qui se passe. La transformation des comportements managériaux, c'est un accompagnement sur la durée pour avoir un impact maximum et que les personnes soient vraiment accompagnées pendant toutes les étapes de leur transformation personnelle. Et donc, il y a des sessions synchrones, comme dans des formations classiques, sauf que ces sessions synchrones, présentielles ou distancielles, sont plutôt des ateliers de pratique. Voilà, donc, la personne n'est pas assise avec un formateur qui lui explique ce qu'elle doit faire. La formation traditionnelle, c'est plutôt ça, c'est plutôt délivrer un message, délivrer des connaissances. Là, on est plutôt sur des ateliers de pratique accompagnés avec des coachs. Et on a 2 équipes de pairs, donc 2 fois 5 personnes, qui sont ensemble et qui pratiquent. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé d'empowerment. Si on veut développer l'empowerment, il y aura une journée de pratique du coaching comme outil au service du manager.
Et donc, les sessions synchrones sont des points importants, mais ce n'est qu'un huitième de l'ensemble. Hein, alors que très souvent, c'est là-dessus qu'on met l'accent, hein, sur former les personnes. Alors que là, on a plutôt des accompagnants de pratique qui ensuite sont démultipliés par l'ensemble des autres axes. Donc, il y a un axe qu'on appelle l'axe de travail à distance, hein, qui est antérieur et postérieur aux sessions synchrones, hein, aux ateliers pratiques, aux ateliers de pratique accompagnée, avec du distanciel. Et avec, on a un outil aussi qu'on appelle les actions pratiques. Hein, et chaque lundi matin, les personnes reçoivent dans leur boîte mail une action à réaliser, qui est une action en lien avec la session synchrone qu'ils ont développée, hein, qu'ils ont développée la semaine précédente. Et chaque semaine, chaque lundi matin, ils ont une action pratique à réaliser dans leur semaine avec leurs équipes. Et chaque vendredi soir, ils ont un bilan à réaliser de leur action pratique. Voilà, c'est une manière de faire, hein, de mettre en place ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'aller-retour entre pratique et prise de recul. Ensuite, il y a les rendez-vous en groupe de pairs, hein, qui sont accompagnés par un coach, hein, où là, on fait le bilan de ce qu'on a mis en place et de ce qu'on a appris, des difficultés qu'on a, de ce qu'on a pu digérer, des compétences qu'on a pu développer. Et donc, c'est ça qui va nous permettre, hein, d'avoir ces allers-retours pratique, prise de recul, partage. Pratique, prise de recul, partage. Voilà. Et je termine sur les trois derniers axes. Hein, l'axe carnet de bord. Le carnet de bord, c'est un compagnon de voyage, hein, dans lequel on va écrire. Hein, donc, ça permet la prise de distance. Alors, c'est un carnet de bord avec un certain nombre d'éléments qui sont laissés en blanc, mais la structure est là, de façon à accompagner, hein, la prise de recul après chaque apprentissage, hein, sur chaque dimension du modèle managérial. Les mises en pratique de projets, hein, voilà, chaque équipe de 5 pairs a un projet à réaliser pour revitaliser la stratégie de l'entreprise, hein, mais c'est des projets qu'ils choisissent de réaliser. Hein, ça peut être mettre au point une nouvelle manière, par exemple, de faire une nouvelle insertion des nouveaux recrutés, par exemple, hein, dans l'entreprise. Voilà, ils proposent un nouveau process ou un nouveau process de gestion des conflits dans l'entreprise. C'est eux qui vont mettre au point un nouveau process, qui vont le tester, qui vont le pratiquer et qui ensuite va ou pas être diffusé et généralisé. Et enfin, alors l'envol, hein, qu'on appelle en anglais le lift-off, hein, voilà, nous on préfère, hein, la convention d'envol, qui est à nouveau une journée de clôture. Et dans cette journée de clôture, on a une méthode un peu particulière. On appelle ça Alors, très souvent, hein, nos accompagnements donnent lieu à une certification, hein, RNCP, hein, c'est-à-dire que les participants sortent avec un diplôme RNCP. Pendant cette convention d'envol, ce qu'on fait à notre méthodologie habituelle, c'est ce qu'on appelle de la co-certification, c'est-à-dire que les personnes vont participer à évaluer le cheminement réalisé par leur pairs. Il n'y a pas mieux qu'un pair pour dire si vous êtes devenu le manager, le leader, hein, épanoui et compétent que vous visiez à devenir. Et donc, il y a toute une méthode, tout un process qui est mis en place sur une journée de co-évaluation par les pairs, hein, à qui vous présentez le nouveau manager que vous êtes devenu et vous présentez également la réalisation des projets de revitalisation que vous avez réalisés. Voilà. Je vous ai présenté les 8 axes, hein, on pourrait en parler encore longtemps, mais je crois que là, vous avez le principe. Alors, c'est intéressant. On répond effectivement à une problématique de transformation en vue de répondre à une stratégie de l'entreprise et d'aligner ses managers à cette stratégie. Mais en même temps, ça répond aussi aux deux attentes des managers suite à la crise sanitaire, puisque quand on relevait les principales attentes des managers, leur principale problématique pendant la crise, c'était de dire, voilà, j'ai une perte de sens au travail, premièrement, et deuxièmement, il y a une forte perte de lien. Et j'ai l'impression que ce grand 8 répond aussi à ces axes-là, parce que le but, c'est de recréer du sens, d'aligner tout le monde sur une stratégie, d'expliquer la stratégie de l'entreprise, comment on va s'y prendre, de créer des groupes de travail. Les groupes de pairs permettent également, je pense, de recréer du lien ou de créer du lien supplémentaire en entreprise. Donc, tout ce maillage répond en définitive à pas mal d'objectifs à la fois de l'entreprise et des individus en tant que tels.
Merci Christophe. Moi, je rebondis sur ton point en partageant peut-être une anecdote. Du coup, c'est-à-dire que au moment où le Covid, il y a un peu plus de 2 ans, a frappé, c'était en mars donc 2020, on avait 2 grands projets en cours. Hein, l'un avec 250 et l'autre avec 600 managers, donc l'intégralité de la communauté managériale de toute une entreprise de 4000 personnes. C'est ça le type de calibre de projet, quelque part, presque idéal. C'est vraiment un embarquement généralisé et ça donne de la puissance à l'action. Et ça a été très intéressant de voir comment les organisations ont réagi par rapport à ce parcours. L'une d'entre elles, je les citerai pas, mais l'une d'entre elles s'est dit non mais attendez, on va pas se coucher dans le fossé et attendre la mort. On enclenche, on passe en 100% distanciel. Le leadership et le management, c'est juste essentiel, surtout par gros temps. Donc on y va, quoi. Ok, une réaction. Extrêmement intéressant. Autre réaction d'une organisation, c'est on se concentre sur les clients, on se concentre sur la santé des collaborateurs, et donc on met la formation en croix, en pause pour l'instant. Bon. Eh bien, dans cette deuxième réaction, qui peut se comprendre pour X raisons, d'ailleurs on ne remet pas en question les orientations stratégiques et les priorités de l'organisation, eh bien, nous avons de façon, on va dire, discrète, conservé les réunions en groupe de pairs. Les sessions synchrones ont été légèrement déportées dans le temps, mais les activités de mise en pratique, les accès aux ressources et les groupes de pairs ont été maintenus de façon, on va dire, discrète dans le processus. Eh bien, ce lien, exactement comme tu le soulignes, a été vécu d'une façon extrêmement positive par les managers. Ces temps de respiration, ces temps de quitter la solitude du chef ou de la chef, du partage, de se rendre compte que je ne suis pas seul à vivre des difficultés, mais que d'autres ont des idées et que simplement l'échange me donne des idées et me donne de l'énergie, ont été finalement une manière indirecte et non scriptée de prendre soin de l'armature humaine de l'organisation qu'est la communauté managériale et sur laquelle l'organisation s'appuie, par gros temps ou par beau temps. Et donc, on a envie de dire, le grand 8, c'est presque une forme de prendre soin de sa communauté managériale, dans une certaine mesure, sous cet angle-là. Et c'est pas simplement prendre soin pour se sentir bien, etc. Je veux dire, c'est très important, mais simplement, c'est vital, en réalité. Ces éléments de partage, de partage de l'interprétation de ce qui est en train de se passer, le partage d'expériences en direct, en live, quelque part, et ces temps, finalement, de recul sur des situations sont des temps, dans des périodes complexes, extrêmement importants et trop rares dans les organisations, en réalité. Alors, si vous me permettez, quelques exemples de ce que vient de présenter Thomas. Pendant le confinement, il y a une manager d'une agence qui prend une nouvelle agence, qui arrive dans son agence et qui se rend compte que tous ses collaborateurs se sont mis en maladie. Alors qu'ils accueillent des clients, et donc elle était toute seule pour accueillir les clients. Voilà, dans son groupe de pairs, elle a présenté ce qu'elle vivait et ses pairs l'ont aidée en l'accompagnant avec des méthodes de coaching et d'accompagnement qu'on avait travaillé ensemble, en l'accompagnant pour qu'elle trouve une solution à ce qu'elle était en train de vivre. Autre exemple, un manager qui dit moi j'étais sûr d'être un manager bienveillant. La bienveillance est importante dans notre entreprise. C'est l'un des axes du modèle managérial. Et je vois dans mon 360 apprenants que je suis très, très mal évalué par mes collaborateurs sur la bienveillance. Donc, il a fait une réunion avec ses collaborateurs. Il leur a dit, bon, ben voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre pourquoi vous jugez que je ne suis pas bienveillant et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Voilà, un autre exemple. Un autre exemple, un manager d'une salariée qui était en contact avec la clientèle. La salariée a été harcelée par un client. Elle est arrivée dans le bureau du manager en pleurs. Le manager lui a dit écoute, tiens, j'ai un mouchoir. Et il a pas su réagir. Et donc, il a travaillé ça avec son groupe de pairs. Comment est-ce que je peux développer mon empathie? Je me sens complètement gelé lorsque je vois une personne qui a une difficulté émotionnelle. Qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, il a été accompagné l'empathie était l'un des axes du modèle managérial, parce qu'il fallait beaucoup accompagner des personnes qui étaient en contact avec la clientèle dans des situations parfois difficiles. Voilà, quelques exemples de ce que le groupe de pairs et l'accompagnement peut apporter pour redonner du sens et des capacités d'action aux managers. Et ça se crée en lien social.
Ce qui est extraordinaire, si je peux me permettre de donner du feedback, Thierry, sur ces exemples extrêmement parlants, et vraiment merci beaucoup, c'est que on voit bien que sous les oripeaux, hein, si j'ose dire, d'une formation potentiellement classique, hein, des sessions, des conventions, des rendez-vous, de la mise en pratique, en fait, il se passe quelque chose d'assez unique dans le cadre de ce dispositif, au regard de la complémentarité de toutes les modalités qui sont combinées dans un même esprit. Et cette connexion dans le même esprit qu'on verra dans un instant avec les 8 principes actifs, quelque part, qui viennent innerver et donner un esprit particulier à l'action, eh bien, s'illustre dans les exemples que tu viens de donner. C'est-à-dire que il n'était pas forcément prévu, il n'était pas forcément scripté, que tout ça, ça se déroule, mais l'existant était là, les rendez-vous étaient posés, la confiance avait été établie, et donc le réel prend le pas et se sert des outils qui sont à disposition pour les mettre au service de son développement. Et d'ailleurs, on parle de convention d'envol, et ça me permettra quand même de transiter discrètement vers la slide suivante, mais on parle de convention d'envol parce que justement, c'est pas une convention de culture. C'est le début d'un cheminement. Le développement de son management et de son leadership, en réalité, ne s'arrête jamais. On continue à grandir, les expériences continuent à s'accumuler, et en même temps, il faut les prendre de la hauteur et les analyser et voir ce qu'on en retire et ce qu'on n'en retire pas, etc., etc. Donc, c'est un envol vers de nouvelles perspectives. Et en l'occurrence, l'organisation à laquelle tu faisais référence, Thierry, a décidé très récemment de mettre en place un dispositif global pour l'ensemble de son organisation autour du co-développement et de former ses managers pour qu'ils puissent être facilitateurs de rendez-vous de co-développement. Mais on voyait bien déjà que les premières graines étaient posées dans les groupes de pairs. Et donc, voilà, et ça c'est un an et demi après notre intervention. Et là, l'organisation, elle est en autonomie. On n'est pas là pour créer une relation symbiotique et ad vitam aeternam avec les organisations. Bien au contraire, l'empowerment, ça fonctionne aussi dans notre relation avec l'entreprise partenaire. Alors justement, puisqu'on est sur l'entreprise, enfin voilà, les relations entre le client, entre guillemets, dans la vision un peu historique, même s'il y a une relation, bien sûr, de prestations, etc., mais c'est surtout une relation partenariale. Et ça, je crois que c'est vraiment très important, et ça se manifeste, on a souhaité d'ailleurs dans le bouquin Le Grand 8, vraiment les mettre en exergue, c'est les leviers de coopération qui contribuent de façon considérable, un peu en back-office, hein, si on a envie de dire, en réalité au succès de l'opération. Très rapidement, au regard du temps disponible, peut-être je soulignerai 2 points. Le premier, c'est une approche systémique finalement de la transformation de la culture managériale. Et donc, le plus possible, on va embarquer les comités de direction, qu'ils soient d'entités ou d'activités, etc., qui sont aussi des managers, de manière à ce que leur exemplarité et leur rôle très prégnant, hein, quelque part de leader aussi, et de rôle modèle dans les organisations, puissent jouer à plein. Il n'y a rien de... Pardon, hein, enfin, on va partager une conviction fondée sur l'expérience et sur les recherches, hein, incidemment, que lorsque la direction générale n'est pas exemplaire par rapport à des éléments de comportement ou de mode de fonctionnement ou de rapports sociaux les uns avec les autres, eh bien, voilà, je pense qu'on peut jeter probablement 80-90% de l'investissement formation classique qui est fait pour développer le leadership, etc., etc. Pourquoi? Parce que simplement, on observe, on regarde que c'est pas finalement la norme qui est développée. Et donc, pour nous, il est vraiment très important d'être cohérent, on le verra sur un principe actif, et d'être authentique. Et l'authenticité, ça se manifeste, comme le dit souvent Pierre de Villiers, notre ancien chef d'état-major, la théorie, ça rentre aussi bien par les pieds, eh bien la modélisation, ça se passe aussi bien par les pieds. C'est en faisant, à moins de discours, plus de faire, plus d'actions modélisantes, eh bien ça a beaucoup de puissance. Donc ça, c'est un des éléments importants, l'embarquement du CODIR, quelque part, comme partenaire dans ces projets de transformation de culture managériale. Et puis, on peut mentionner la co-construction. Ces projets sont des projets vivants. Les réunions de travail sont des occasions de co-construire avec le partenaire en fonction de ce que le réel nous a envoyé comme signaux et sur lesquels on prête une attention vraiment importante, eh bien, nous permet de faire des ajustements, d'ajouter tel ou tel élément, de recadrer, de repositionner, de réinjecter, de souligner, de communiquer différemment, etc., etc. Et tout ça, c'est co-construit avec le partenaire. Et donc, l'équipe projet, l'équipe de pilotage et toutes les personnes qui sont embarquées dans ce dispositif, en tout cas pour créer les conditions autour de la communauté managériale, bah, d'une certaine façon, sont embarquées dans le projet aussi. Et d'ailleurs, c'est très important. Tout le monde impliqué dans un projet de ce type joue un rôle modélisant
vis-à-vis des managers et des leaders embarqués. Voilà, donc ça c'est certains des leviers sur lesquels voilà, j'ai mis un petit peu de lumière, mais il faut qu'il nous reste un petit peu de temps pour les questions, donc Thierry, je te rends bien volontiers la parole. Merci Thomas. Oui, juste quelques mots hein, pour vous dévoiler un petit peu les coulisses. Il y a un certain nombre de principes hein, qui sont les nôtres et sur lesquels on est assez intransigeant, autant sur le but final, sur la cible, c'est le client, c'est le partenaire qui va le décider, autant sur le processus, on a un processus qui est fondé hein, sur notamment les recherches en psychologie des organisations, tout ce qui concerne la dynamique d'équipe et un certain nombre de principes. Alors, on a un principe de cohérence globale entre les différents éléments, hein, même si on cherche aussi parfois l'incohérence, parce que c'est ça qui peut être intéressant aussi, hein, qui peut permettre de l'émergence. L'émergence est aussi un des principes. Hein, on met en place un cadre, mais on laisse émerger, notamment grâce au projet, on laisse émerger un certain nombre de décisions émergentes, par définition, hein, qui vont parfois changer hein, la direction que l'entreprise prend. Il y a eu des projets, par exemple, de construction de nouvelles activités qui ont plus de projets de groupe de pairs. L'authenticité, la liberté, c'est des principes importants. Chaque personne est complètement libre d'entrer ou pas dans le Grand 8. Il y a des personnes qui sont un peu à part, des personnes qui rentrent d'une façon complètement engagée, des personnes qui préfèrent rester en dehors. Voilà, en général, hein, on prend 100% des managers, mais 100% des managers ne sont pas volontaires. Donc, il y a toujours un petit pourcentage qui ne rentre pas. Et c'est important de leur laisser cette possibilité. Voilà. Et la temporalité, bien sûr, c'est important parce que alors, je me rappelle d'un manager qui disait, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas travailler 3 semaines pour apprendre ce qu'il faut apprendre et apprendre et tranquille et on fait autre chose. Voilà, c'est vraiment le contraire de ça qu'on met en place. C'est un accompagnement sur la durée pour que les comportements… Vous savez, c'est un peu comme quand on fait de la musculation dans une salle. Hein. Ouais, il faut du temps pour que ça marche. Hein. C'est un peu comme quand on se lance dans un nouveau sport. Hein. Il faut du temps pour qu'on ait les compétences, qu'on les acquiert, qu'on les mette en pratique et qu'on ait des résultats. Voilà, donc, on accompagne sur la durée. Voilà pour quelques principes actifs. Super. Et alors, bon, finalement, tout ça, c'est, j'ai pas envie de dire tout ça, c'est bien joli, mais alors, qu'est-ce qui se passe côté business, côté impact, etc. C'est un sujet clé. Hein. On se lève le matin, disons, pour avoir de l'impact visible, durable et réel auprès des communautés qui sont accompagnées et un impact par là sur l'activité, sur le fonctionnement de l'organisation et sur ses objectifs. Hein, tout ça, c'est au service et c'est aligné et c'est en cohérence. Ce point-là est d'ailleurs très important. La formation et la transformation en cohérence avec une stratégie qui est explicite et qui est portée et qui est incarnée, ça a énormément de puissance. Donc appuyons-nous sur tous les leviers pour accompagner cela. Alors l'impact, très vite, hein. D'abord, donc c'est un sujet absolument clé. Deuxièmement, tout ce qui est impact en réalité sont des sujets de conception de programme. Donc c'est penser complètement en amont, dès la conception, dès la préparation, dès les réflexions, de se poser les bonnes questions de dans 18 mois, dans 2 ans, qu'est-ce que nous souhaitons voir? By the way, le 360 apprenant, il tourne une deuxième fois à l'issue du dispositif, ce qui nous permet de mesurer des gaps. Il est envoyé aux mêmes personnes, sur la base des mêmes comportements observables, et portant sur les mêmes managers et les mêmes leaders. Et donc ça donne à ces managers et à ces leaders vraiment un retour, et puis bien sûr à l'organisation, hein, du coup quand on collationne l'ensemble des données, beaucoup d'éléments pour nourrir sa conviction qu'effectivement il y a eu un impact. Généralement nous déployons le modèle Kirkpatrick, voilà, pour ceux qui sont familiers, donc il y a 4 niveaux quelque part qui sont mesurés et surtout articulés dans le design. On part de la satisfaction et de l'expérience dans les différents temps synchrones et asynchrones. On va passer au sentiment de progression que les participants, les managers, les leaders auront ressenti au travers de ces expériences. On accompagne sur la mise en pratique opérationnelle au quotidien, semaine après semaine, avec à la fois apprendre par le faire et donc par l'action, et en même temps apprendre du faire, par la réflexivité sur l'action. Donc là, on combine ça semaine après semaine. C'est intense, hein. C'est une discipline. D'où l'intérêt d'aligner ça avec la stratégie, parce que c'est un vrai projet de transformation. Et puis le 4e niveau, c'est d'avoir identifié dès le début des indicateurs, qu'ils soient RH, de fidélisation, d'engagement, de perception de la marque employeur, etc., etc. Et puis potentiellement des objectifs également business. Et là, on montrera,
on créera quelque part, on donnera des éléments qui nous permettront de nous forger une conviction positive d'une contribution. Ce sera jamais la seule contribution, mais ça aura été une contribution parce que l'ensemble aura été articulé et démontré étape par étape. Alors j'ai une question, tu dis effectivement c'est important, c'est pas une démarche qui va se jouer en 3 mois, 6 mois. Bon, j'imagine que c'est une démarche qui va durer entre 15 et 24 mois dans une entreprise, tu t'as cité tout à l'heure, de 4 à 5 000 personnes. Mais est-ce que finalement, ça peut pas aussi être une démarche continue? Parce que je me dis, à un moment donné, tu mets ça en place dans un groupe auprès de 500 managers, et puis au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes tout? T'as fini ton projet? Christophe, encore une fois, tu parles d'or, c'est-à-dire que quelque part, le livrable final, c'est que cette communauté managériale se soit emparée de son destin. Voilà, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que s'il y a besoin de ce qu'on va dire en anglais un scaffolding, un certain d'échafaudage pour soutenir, c'est-à-dire de l'énergie qui vient de l'extérieur, etc., eh bien, c'est une forme de mesure d'impact. On se dit, il n'y a pas encore l'empowerment et la prise de conscience que c'est les leaders et les managers de l'entreprise qui ont ce sujet entre leurs mains. Et je parle à la fois des managers de proximité, mais jusqu'en haut, jusqu'au comité de direction. Et que c'est ensemble, quelque part, que le destin de l'organisation se joue. Et donc, c'est pas à de l'énergie extérieure en permanence d'arriver, de remettre du gaz, etc., etc. Il y a un moment donné. Bon, mais par contre, dans le grand 8 qui a été présenté au départ, j'imagine que dans la durée, il y a un certain nombre de briques, de processus qui vont être pérennisés dans l'entreprise. Les groupes de pairs ne vont pas disparaître. C'est un choix à la main de l'organisation. Mais Thierry, je te sens de répondre. Non, simplement, Thomas en parlait tout à l'heure, on a un client qui vient de relancer les groupes de pairs sur une méthode sur lesquelles on a formé l'ensemble des managers accompagnants. Et donc, c'est effectivement le but. Hein, de même, on travaille avec une plateforme en général d'apprentissage, hein, une plateforme à distance, hein, une plateforme numérique. Et cette plateforme a vocation à exister après. L'ensemble des comportements sur lesquels les personnes sont formées a vocation à durer par la suite. Il y a un certain nombre d'outils, effectivement, qui ont vocation à continuer. Et l'idée est de faire en sorte que la communauté managériale, effectivement, soit ensuite responsable de son propre auto-accompagnement. Et donc, on met en place les processus à ce service-là. Hein. C'est-à-dire que la transformation managériale, elle est effectivement sur la durée. Et nous, on donne les process. Hein, on donne à maîtriser les process qui ensuite seront utilisés en indépendance et en autonomie par l'organisation. Ça marche. Alors, oui. Non, on a un bouquin qu'on a écrit. Hein, où justement, j'y venais. Justement, le plus beau, c'est qu'on a un rendez-vous de développement business entre nous, etc., etc. Mais surtout, en fait, il y a un bouquin qui a été écrit. Du coup, il disparaît complètement, mais je crois que tu vas piloter ça, Christophe, qui vous donne tout un tas de clés fondées sur l'expérience à date de ce qu'on a pu vivre. Et donc, à la limite, vous n'avez même pas besoin de nous. Et c'est OK. Hein. On sera ravis de répondre aux demandes. Mais au final, le bouquin a été aussi écrit de façon à pouvoir diffuser l'expérience qu'on a pu avoir et qu'elle puisse avoir de l'impact de différentes façons auprès de vous. Et c'est parfaitement OK. Hein, Et dans le bouquin, il y a un chapitre justement sur l'après. L'après est un des éléments importants, effectivement, de l'intervention. Ça marche. Alors, ce livre, c'est effectivement... là, je vous ai mis le lien, hein, si vous souhaitez en savoir plus. Vous trouverez également toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez, à partir desquelles vous pouvez vous le procurer. On avait fait un petit jeu au moment de l'inscription de ce webinaire où justement on vous proposait de remporter un ouvrage. Donc on va faire un rapide tirage au sort à partir des personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Alors Christophe, j'aurais eu un point en fait par rapport aux participants ici présents ce matin, mais j'attends que tu boucles. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. C'est bon? Ok. Est-ce que tu t'es mis dans la liste, Christophe, ou Ah non, moi j'espère bien que vous allez me l'offrir. Si vous voulez un bel article, vous allez me l'offrir.
Excellent. Alors, c'est Graziella Constant qui donc recevra le livre. Donc, on contactera Bravo. à la fin de ce webinaire pour avoir ses coordonnées. C'est tout bon, Christophe, ouais? Ouais. Ouais, moi j'aurais été très curieux peut-être d'avoir vos réactions en un mot ou deux dans le chat sur la manière avec laquelle peut-être vous avez déjà ressenti ce moment passé ensemble. Enfin, je veux dire, vous nous avez donné de votre temps et donc la moindre des choses, c'est de se dire, ok, est-ce que c'était du temps qui était utile? C'était l'objectif. Donc n'hésitez pas, voilà, à partager votre ressenti en un mot sur le temps qu'on a passé ensemble et sur l'intérêt de la démarche. Et encore une fois, vraiment, voilà, sans idée de quoi que ce soit. Plutôt, voilà, ce que ça vous parle, ça vous renforce dans certaines choses que vous avez pu mettre en place ou sur certaines pensées que vous avez pu avoir ou certaines observations que vous avez eues au travers du temps. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous donne de l'énergie? Enfin, voilà. Alors, le grand 8, c'est une démarche de mise en tension positive des personnes, hein, au service d'un projet collectif et personnel. Donc, le minimum qu'on puisse faire, c'est de mettre un petit peu d'émotion positive dans notre présentation. Donc, si ça a marché, c'est en processus parallèle de ce qu'on fait dans nos interventions. Donc, voilà, je C'est pas dirais faux. si ça a marché. Donc, Mathieu, déjà, pour votre action. Et puis, bien sûr, à dispo, voilà, pour tout commentaire, réaction ou question, bien sûr. Donc, on a eu des réactions pendant l'ensemble de la présentation. Il y a Sylvie, hein, qui nous a effectivement fait une bonne synthèse, hein, de l'ensemble de ce qu'on a présenté en disant qu'on allait effectivement aider à construire une nouvelle culture d'entreprise. On a eu aussi Caroline qui disait qu'on pourrait utiliser notre processus au service des TPE en inter-entreprise. Parce que les TPE ne sont pas des grosses entreprises qu'on peut accompagner en transformant leur culture, mais on peut accompagner leurs dirigeants en inter-entreprise. Donc, je pense qu'il y a déjà un certain nombre d'organisations qui font ça. Mais ça peut sans doute s'améliorer, se développer, se construire. Hein. Donc, excellente idée. Hein. Merci, Caroline. On s'est calme hein, au niveau des réactions, mais bon, je pense que c'était quand même suffisamment clair. Hein. Vous avez bien présenté la démarche, le process, les attendus, les objectifs. Donc, on a compris que ça s'adressait quand même à des sociétés d'une certaine taille. Hein. C'est pas destiné à des TPE, hein, ce process, hein, Thomas. Non, mais en revanche, je pense qu'il y a vraiment matière à alimenter des réflexions très concrètes, très opérationnelles malgré tout. C'est-à-dire que c'est incontestable. C'est plutôt des grands groupes qui ont investi hein, et parfois en fait pas mal, mais c'est très bien. Ils ont investi sur l'humain. Enfin, amen. Hein. Enfin, je veux dire, on a envie de dire encore en faisant de vrais paris, en mettant vraiment des investissements de temps, de présence, de temps managérial, de direction générale et de budget pour pour réaliser ce type d'action. Ensuite, il y a plein de petites choses que chacun, selon la taille des organisations, peut tirer et en autonomie, hein, développer, déployer. Et d'ailleurs, avec plaisir pour échanger de façon complètement ouverte sur ces idées-là, prendre un temps, une demi-heure et co-construire quelques éléments avec plaisir. Oui, vous connaissez Williamson hein, qui a mis au point sa théorie des coûts de transaction qui explique que le marché et l'entreprise, c'est deux systèmes différents d'organisation. Nous, on est plutôt à appliquer une démarche dans le cadre de l'entreprise. Et là, l'entreprise a une sorte de supériorité sur le marché, c'est qu'il y a une capacité de coordination, notamment dans l'apprentissage et les transformations qui est importante. Mais pourquoi pas le faire sur le marché en inter-entreprise hein. On pourrait imaginer des systèmes aussi hein, qui pourraient s'inspirer du Grand 8 pour des TPE. Hein. Ouais. Pourquoi pas, à construire. Super. Alors, donc, merci pour vos retours. Hein. Merci Samad, merci Daniel, merci Sylvie, merci Mathieu. Est-ce que Thomas ou Thierry, vous pouvez laisser un mail ou quelque chose si quelqu'un veut vous contacter en direct? Allez, je vais laisser mon mail. Avec plaisir. Bon, après, vous êtes sur LinkedIn, j'imagine. Hein, les participants peuvent aussi vous trouver. Tout à fait. Donc, merci Eugénie, merci Clotilde, merci Sylvie, merci Mathieu. Donc, on était heureux d'être avec vous ce matin et voilà, n'hésitez pas si vous voulez lire le livre ou ne pas le lire et en discuter avec nous. Voilà, on est à votre dispo. Hein,
beaucoup de notre temps est engagé sur cette activité, donc avec plaisir pour échanger là-dessus. Beaucoup de notre temps, de notre énergie et de notre plaisir aussi. Absolument. Merci tout le monde. Merci Christophe. Ouais, pour l'organisation aussi. Ce webinaire, vous le retrouverez demain matin sur MyRHline en replay. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci à toutes et à tous. De même, merci à chacun, chacune. À bientôt. Au revoir.